accueille Noélie, comme j'étais en train de vous dire. Est-ce que tu as envie de te présenter rapidement? Qui es-tu, Noélie, et que fais-tu dans cette association qui a l'air d'être présente par ce petit logo à gauche? Qu'est-ce que c'est? Exactement. Alors, du coup, pour me présenter, je suis Noélie et je suis bénévole dans l'association Gamer depuis 2018. J'ai été avant ça développeuse front et je suis maintenant consultante en accessibilité numérique. Voilà. Pour présenter rapidement Gamer, c'est une association qui a été fondée en 2017 qui a pour objectif de promouvoir la diversité et l'inclusion dans les domaines du jeu vidéo, de l'e-sport et du streaming. Et en fait, pour cela, on va sensibiliser aux stéréotypes, on lutte contre les discriminations présentes dans ces différents domaines, on met en valeur des jeux inclusifs et des politiques respectueuses au sein des studios. On offre aussi plus d'opportunités aux femmes pour atteindre des sphères semi-professionnelles et professionnelles en tant que joueuses e-sport. Donc, globalement, les actions de gamers sont ciblées vraiment sur la pratique du jeu, qu'elle soit plutôt casual ou e-sportive, ou même à but de divertissement. Hop. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour en apprendre davantage en fait sur l'accessibilité des jeux vidéo. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'actuellement dans le monde, une personne sur 6 est en situation de handicap, et que 80% des handicaps en fait sont invisibles. Alors on peut les regrouper en différentes thématiques, où on va du coup avoir tout ce qui va être plutôt handicap moteur, où ça va être des difficultés à se mouvoir, à effectuer certains gestes, parfois à communiquer, ce qui peut être problématique dans le jeu vidéo, on va le voir par la suite. Ça peut être aussi du coup plutôt des troubles sensoriels, que ce soit des troubles visuels ou auditifs, allant de léger à profond, intellectuels, donc limitation de la compréhension, conceptualisation, communication et d'autres. Psychique, notamment, du coup, ça va être des troubles qui vont notamment affecter le comportement et la pensée. Donc ça peut être, on n'y pense pas assez souvent, mais ça peut être la dépression, des traumas, le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, troubles du spectre autistique et bien d'autres. Mais aussi des maladies invalidantes. Donc ce sont des maladies qui peuvent entraîner un état de fatigue important, ainsi qu'une réduction de l'activité. Donc c'est le cancer, VIH, sclérose en plaques, Covid long, la liste est longue. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que le handicap, en fait, n'est pas toujours permanent. Il peut en effet être temporaire ou situationnel. Et cette infographie de Microsoft, en fait, elle illustre très bien. Si je prends le premier exemple, donc la première ligne que vous avez sur la slide, on a une personne qui tient un enfant dans ses bras. Donc c'est situationnel. Elle rencontrera en fait les mêmes problèmes que quelqu'un qui a un bras dans le plâtre, qui est une situation temporaire, que quelqu'un qui a un seul bras de façon permanente. Et c'est un peu ce qu'on va retrouver. Mais du coup, qu'est-ce que l'accessibilité des jeux vidéo? Alors ça désigne en fait l'accessibilité de tous les produits de jeu, qu'il s'agisse de jeux vidéo ou de jeux de rôle sur table. Ça signifie également que l'accessibilité peut être réalisée soit par le biais du logiciel, sous la forme d'une conception ou d'options dans le jeu lui-même. On verra par la suite un peu tous ces sujets-là. Mais elle peut également être réalisée avec du matériel pour rendre les contrôles utilisables par un plus grand nombre de personnes. Cela va bien plus loin que tout ça, puisque c'est une façon de se connecter avec d'autres personnes, d'avoir un sentiment d'appartenance à une communauté. Cela permet également de créer un sentiment d'accomplissement et de réalisation et surtout de dépassement de soi. Et là, en fait, vous pourrez retrouver sur le site de Safe in Our World le témoignage en fait d'une joueuse qui s'est retrouvée en situation de handicap à la suite d'un accident et qui en fait explique dans cet article que quand le monde entier est devenu inaccessible, les jeux vidéo en fait lui ont donné des possibilités. Dans les jeux vidéo, en fait, il faut garder en tête qu'on a ce qu'on appelle des barrières intentionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, sans ces barrières-là, le jeu perd son sens. Ça va être notamment le cas de, par exemple, Professeur Layton. Le concept du jeu repose en fait sur des énigmes. On peut avoir quelques difficultés à les résoudre, mais si on retire en fait ces énigmes, on va perdre tout le concept du jeu des jeux Professeur Layton. C'est un peu le cas aussi du jeu Elden Ring, qui lui va se situer,
la barrière se situe plutôt dans sa difficulté assez élevée. Mais si on retire cette barrière, en fait, on perd également le concept du jeu. Pareil pour les jeux WarioWare, qui sont en fait des jeux où tout va très vite, tout s'enchaîne, on a des limites de temps. Mais si on retire en fait ces limites de temps, pareil, on perd le concept du jeu. Alors vous avez également Starfield dans la liste, parce qu'en fait ce jeu a été conçu sans prendre en compte l'accessibilité de quelconque manière. Donc en fait le jeu en lui-même est une barrière intentionnelle. Et en gros toutes ces choses-là font que certains jeux vont être pas forcément les plus adaptés en fonction de ce qu'on cherche, de ce qu'on peut faire. Mais il y a quand même des jeux qui ont des barrières involontaires. Alors j'ai pas de slide pour, mais on peut prendre l'exemple du jeu Two Dots qui consiste en fait à aligner des points de même couleur. C'est un jeu sur mobile. Sauf que le problème, c'est que lorsque l'on est daltonien ou acromate, alors daltonien, c'est des problèmes. Enfin, il existe différents types de daltonisme, mais généralement ce sont des couleurs qu'on ne perçoit pas forcément, qu'on peut percevoir différemment. Et acromate, c'est quand on a une vision typiquement en noir et blanc ou en niveau de gris. Et du coup, en fait, ces couleurs, elles ne se voient pas. Et cette barrière involontaire, elle a été retirée par Two Dots en assignant du coup un cycle à une couleur. De cette manière, en fait, les personnes qui sont daltoniennes ou acromates peuvent jouer au jeu de la même façon. Il faut quand même faire une différence entre accessible et approchable, parce que c'est vrai que quand on entend qu'un jeu est accessible, on pense plutôt au fait qu'il va être pas très cher, ou alors assez simple à télécharger, à installer, ou encore qui pourrait être joué par des personnes qui découvrent en fait un peu les jeux vidéo. Il faut vraiment faire la distinction parce qu'en fait, accessible, ça a vraiment signifié que des mesures ont été prises en compte pour que le jeu puisse être joué par des personnes en situation de handicap, tandis qu'en fait, on va plutôt utiliser approchable pour signifier que des mesures ont été prises pour que des personnes novices puissent y jouer. Mais du coup, comment est-ce qu'on rend un jeu accessible? Donc là, c'est là où ça va être un peu plus complexe parce qu'en fait, tout ce dont je vais parler, ce sont pas forcément des choses... Enfin, ce sont des choses qui vont aider des personnes, mais pas forcément tout le monde, enfin toutes les personnes ayant le même type de handicap, c'est-à-dire que personnellement, j'ai certains besoins quand je joue à des jeux qui ne sont pas forcément les mêmes que les personnes qui ont les mêmes problématiques que moi. Donc c'est là où en fait c'est un peu complexe, mais il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être faites. Alors dans un premier temps, en fait, on va voir du coup comment est-ce qu'on rend un jeu accessible du coup pour des personnes qui ont des troubles moteurs, visuels, auditifs, liés à l'élocution ou encore cognitifs. Du coup, pour tout ce qui est moteur, en fait, ça va notamment passer soit par un équipement adapté. Donc là, je vous ai mis l'exemple de la manette, l'adaptive controller d'Xbox, sur laquelle on peut brancher différents périphériques en plus pour pouvoir l'utiliser. Je vous ai également mis la manette, du coup, accessibilité de PlayStation, qui est sortie récemment. Alors, bien entendu, je vous ai mis les deux principales du marché, mais il en existe encore bien plus, qui peuvent être contrôlés, que ce soit avec le souffle ou encore avec ses yeux. On peut déplacer son personnage avec les mouvements des yeux, mouvements de tête, etc. Et c'est des choses qu'on peut aussi ajouter sur ces manettes. Alors ça va aussi passer du coup par la possibilité de remplacer tous les contrôles du jeu en assignant de nouvelles touches que celles qui sont prédéfinies. Donc c'est notamment ce que vous avez sur la deuxième capture d'écran, où en fait on peut voir qu'on peut remplacer par exemple le bouton A par le bouton X. En fait on fait un peu ce qu'on veut. L'idée c'est que en changeant ces touches, on facilite un peu la vie, notamment pour certaines actions qui vont peut-être nécessiter de rester appuyé sur une touche. Si on n'est pas en capacité de le faire, et on peut juste dire je remplace cette action-là par juste appuyer sur le bouton A, sans rester appuyé 5 secondes ou plus. Mais ça peut également être en intégrant du coup ces éléments au gameplay. Et c'est notamment ce que propose Just Dance. Encore en minorité, mais ça commence à arriver de plus en plus souvent. Mais sur Just Dance, en fait, vous avez la possibilité de faire des danses en étant assis. Ce qui peut paraître un peu bizarre, vu que le concept de Just Dance, c'est de danser. Figurez-vous qu'en fait, oui, même les personnes à mobilité réduite dansent. Et d'ailleurs, dans la capture d'écran que je vous ai mise, il s'agit de la chanson Radioactive d'Imagine Dragon, et la personne en fauteuil roulant est également danseur en fait dans sa vie de tous les jours en fauteuil roulant.
Maintenant, pour la vision, alors ça va passer du coup par l'implémentation notamment de filtres pour aider les personnes daltoniennes à voir les différents éléments. Typiquement, avant l'implémentation des filtres, là c'est l'image qui est à gauche où en fait vous voyez différentes couleurs en fonction des types de daltonisme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'implémentation de ces filtres, les personnes daltoniennes ne pouvaient pas faire la distinction entre leurs alliés et les ennemis présents sur la carte. Donc ce qui peut poser problème en fait pendant les combats où on se retrouve à attaquer sa propre équipe alors que c'est pas trop l'objectif. Mais ça passe également par du coup la possibilité d'agrandir les éléments présents sur l'interface de jeu. Donc par exemple agrandir la carte, agrandir l'inventaire, ce genre d'éléments-là. Ou encore changer la taille du texte, etc. Ça va aussi être d'amener des informations supplémentaires par le son, comme le propose notamment The Last of Us Part 2 ou encore Forza Motorsport. Je vais vous montrer une vidéo justement sur comment en fait ces choses-là ont été implémentées par Forza. Hop. This is bringing the AAA racing genre to the blind community to the fullest. My name is Brandon Cole. I'm a professional accessibility consultant, specifically a totally blind accessibility consultant. With our blind driving assists, we wanted to make this the most accessible Forza yet. I think the centerpiece is the steering guide. The steering guide will pan your car engine noise and your tire sounds to either the left or right based on the direction you have to turn. There is our track limit cues, which gives you a kind of a beeping alert that lets you know you're nearing the edge of the track, not necessarily that you're on it all the time. Ah, hairpins. The bane of a blind man's existence. Right hairpin on. Those higher pitched sounds are the sounds you hear as I move through a turn. Oh, all right. Let's recover in style. Woo! Take that, you vile hairpin turn! This is your road now. Welcome to Forza. Woohoo! Donc du coup, en fait, dans la vidéo, vous avez Brandon Cole, qui est un consultant en accessibilité qui est aveugle, qui a notamment pu collaborer avec Xbox, sur justement les sujets de comment rendre le jeu accessible aux personnes aveugles. Et ça va passer notamment par énormément d'indicateurs sonores. Donc en fonction des sons qui passent dans le casque, on sait s'il faut tourner à droite, s'il faut tourner à gauche, si on est dans le sable, si on est sur de l'herbe, si on est sur la route, etc. Ça va aussi passer du coup par notamment l'utilisation du lecteur d'écran de son choix. C'est le cas dans Diablo 4. Vous pouvez, si vous utilisez un lecteur d'écran, demander à utiliser le vôtre. Pour l'audition, ça va être similaire. Ça va être notamment ajouter du coup des indications visuelles pour des éléments sonores. C'est le cas sur League of Legends. Pour l'instant, la fonctionnalité elle est en test. Et cette fonctionnalité permet en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un jeu comme League of Legends, vous avez énormément d'informations visuelles. Vous en avez également des sonores aussi. Et beaucoup plus de sonores que de visuels d'ailleurs. Ce qui fait qu'en fait, quand on est sourd ou malentendant, on peut avoir des complexités justement pour... Oui, voilà. On peut avoir des complexités pour ces différents éléments. Le fait d'avoir un indicateur visuel en plus du son, ça va nous permettre de savoir ce qui se passe autour de nous. C'est aussi ce qui va toucher en fait à tout ce qui est sous-titres et notamment du coup la possibilité de customiser les sous-titres, que ce soit en changeant la couleur de fond, la taille de police, préciser qui parle, le fait d'avoir une couleur précise en fonction des interlocuteurs et interlocutrices, et ce genre de choses. La possibilité aussi de les activer, tout simplement, ça peut être pas mal pour commencer. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a David Tisserand, qui est le directeur accessibilité chez Ubisoft, qui avait partagé en 2019 différentes statistiques sur les sous-titres. En 2018, il y a le jeu Assassin's Creed Origins qui est sorti, et les sous-titres n'étaient pas activés par défaut. C'est-à-dire qu'il fallait aller dans les options pour sélectionner les sous-titres et les activer. 60% des joueurs et des joueuses sont partis les activer dans les options. Du coup, en 2019, ce qui s'est passé, c'est que quand Assassin's Creed Odyssey est sorti, les sous-titres ont été activés par défaut. Et en fait, ce qui a été constaté derrière, c'est que 95% des joueurs et des joueuses les ont laissés. Donc il n'y a que 5% qui sont partis dans les options pour retirer l'affichage des sous-titres. Et c'est pareil en fait pour Far Cry New Dawn, où les sous-titres étaient également mis par défaut. Et 97% des personnes qui jouaient au jeu ont laissé les sous-titres activés.
Donc en fait, cette statistique, elle montre que très concrètement, quand les sous-titres sont par défaut ajoutés dans le jeu, il y a très peu de personnes qui vont aller les désactiver. Et en fait, on peut se dire que pour d'autres options, ça peut être aussi la même chose. Mais ça va aussi passer par l'intégration de la langue des signes. Là, les deux exemples que vous avez à l'écran, vous avez du coup dans un premier temps le jeu Tacoma où Amy Ferrier, qui est l'héroïne, va réaliser diverses tâches en utilisant notamment la langue des signes américaine. Et juste à côté, vous avez du coup Spider-Man Miles Morales, alors je crois que c'est le deuxième, celui qui est sorti récemment, où en fait les protagonistes qui communiquent entre eux en langue des signes américaine également. Et vous avez également d'autres jeux, notamment, j'ai plus le nom du jeu en tête, mais en fait c'est sur le PlayStation VR, vous suivez une petite souris, et cette petite souris elle communique avec vous uniquement en langue des signes. Ça va aussi plus loin, notamment dans Forza Horizon 5, voilà, Forza Horizon 5 va également vous proposer en fait d'afficher des interprètes en langue des signes pendant les cinématiques et dialogues du jeu. Ce qui est juste super pertinent et je pense pas l'avoir déjà vu dans un jeu, d'avoir ce genre d'option, surtout dans des cinématiques et dialogues. L'élocution, c'est un problème qu'on pense pas forcément, auquel on pense vraiment peu dans le jeu vidéo, alors que pourtant, quand on joue à des jeux multijoueurs, on doit communiquer presque en permanence, que ce soit par des signes, par du texte tout simplement. Vraiment beaucoup de choses. Et en fait, on pense aussi à tort que tout le monde est capable de communiquer, mais il y a plusieurs problèmes à tout ça en fait, à commencer par lorsque l'on ne peut pas parler, quand on est muet, quand on est non vocal aussi, ou même quand il y a une barrière de langue. Si par exemple les personnes avec qui jouent, je ne sais pas, parlent une langue que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, je ne suis pas en capacité de leur répondre en fait. Ou même pour des personnes en fait qui ont des troubles 10, le simple fait de pouvoir s'exprimer clairement peut être aussi, par écrit j'entends, peut être complexe pour se faire comprendre des autres. Donc en fait, il y a des jeux qui ont pallié à ce genre de problème en proposant du coup des options de chat rapide ou un peu plus complet. Et ça permet justement de pallier à tous ces problèmes. Et si vous êtes une femme qui joue aux jeux vidéo, ça peut aussi éviter des problématiques liées au harcèlement, sujet sur lesquels on travaille également chez Gamer. Donc le fait de proposer toutes ces options de chat, que ce soit des messages rapides, des intonations, des emotes ou autres, en fait, ça permet de pallier à tous ces problèmes de communication qu'on peut rencontrer dans les jeux vidéo. Et ça permet à tout le monde, en fait, de se faire entendre sa voix, entre guillemets. La partie maintenant cognition, ça va être la partie qui va contenir probablement le plus d'éléments, parce qu'en fait, on y retrouve énormément de choses dedans, à commencer du coup par les options qui vont permettre de s'adapter aux phobies. Alors que ce soit avec un mode arachnophobe, comme la petite animation que vous voyez sur le côté, alors il s'agit du jeu Grounded, où en fait on est des personnages et on se retrouve miniaturisés, et on doit se promener dans le jardin. Sauf qu'au final, les ennemis, ce sont les insectes de tous les jours, et on y retrouve notamment des araignées. Alors pour les personnes arachnophobes, ces options-là vont permettre justement de soit changer l'aspect des araignées, soit leur retirer des pattes, soit les rendre moins araignées en fait. Ou alors ça va être de remplacer les araignées par d'autres ennemis. Vous avez également des modes thalassophobes sur certains jeux où en fait on doit aller accéder à des grandes étendues d'eau. Je vais changer de slide comme ça tout le monde, comme ça il n'y aura pas de problème pour les personnes arachnophobes. Mais en gros, en proposant des alternatives de ce genre-là, ça va justement aider ces personnes à d'avoir la meilleure expérience de jeu possible en fait. Ça va également passer par ce qu'on appelle du coup des content warnings, c'est-à-dire des avertissements de contenu. Donc avant d'arriver sur des cinématiques, des scènes ou autres qui vont contenir des contenus violents, sanglants ou faisant référence à des traumas ou autres, ces choses-là en fait, ces avertissements de contenu vont permettre en fait aux joueurs et joueuses de faire des choix éclairés sur leur expérience de jeu. C'était également aussi le cas dans
Disney Dreamlight Valley, qui est un jeu Disney tout mignon avec tous les personnages de Disney, où en fait une zone va proposer du coup un avertissement de contenu en expliquant qu'en fait les sujets qui sont contenus dans cette zone de jeu sont assez lourds, sensibles, et qu'il vaut mieux revenir jouer cette partie du jeu lorsque l'on est dans un bon état d'esprit. Ça va aussi être du coup des avertissements liés à la photosensibilité pour les personnes épileptiques, avant des cinématiques qui peuvent éventuellement causer des crises. Et ça passe aussi par tous les éléments que vous avez là sur la slide, avec notamment du coup, alors de mémoire, vous avez du coup une capture d'écran du jeu Dragon Quest 11. En fait, tout le jeu Dragon Quest, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous reprenez votre aventure, quel que soit le moment où vous la reprenez, vous allez avoir un récapitulatif de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, et tout ce qu'il faut faire, et ce vers quoi vous deviez aller. Et ça vous permet en fait de pouvoir toujours vous remémorer un peu votre aventure, pouvoir continuer dans l'histoire, sans avoir peur de perdre un peu trop le fil. C'est aussi le cas du coup des journaux de quête. Avoir des journaux de quête détaillés ça va permettre de perdre aucune information. Et quand on a brouillard de cerveau, quand on a un trouble de l'attention, quand on a des difficultés aussi à se repérer un peu dans l'espace, avoir tous ces éléments-là, ça peut être très utile pour profiter en fait du jeu, pleinement du jeu. Là, je vous ai également mis une capture d'écran d'un jeu Zelda qui était sorti sur Nintendo DS. Donc, si vous connaissez la console Nintendo DS, en fait, vous pouviez écrire sur la map, sur la petite carte, annoter tout ce que vous souhaitez, en fait, pour en fait être sûr de vérifier un peu tous les éléments de la map. Et c'est quelque chose en fait qui me manque énormément dans les jeux actuels. Typiquement, sur un des derniers jeux Pokémon qui est sorti, j'ai été obligée d'imprimer la carte pour pouvoir la noter sur papier. Alors oui, il existe des cartes interactives disponibles sur le web, etc., qui auraient pu m'aider, mais vu que c'est une console portable, le principe c'est aussi que je l'emmène avec moi, et donc format papier est un peu plus simple quand je partais en voyage. Et ça peut aussi passer du coup par d'autres options, comme le fait d'ajouter un peu plus de temps, réduire la difficulté et autres. Et en fait, lorsqu'un jeu a toutes ces différentes fonctionnalités, ces différentes options, ou que ces éléments ont déjà été intégrés au gameplay, en fait, on arrive à faire en sorte que tout le monde se sente vu, et surtout compris. Contextual reminders? Oh, big time, please. Oh, this is so good. And they're just giving me the option. I can play this without using the right stick? Are you kidding me? Yeah, we're gonna try that. You mean I don't need to push a stick in to turn sprint on? I have never seen an accessibility menu like this before. I feel so seen. Like, I might be able to wash my own hair and play this game in the same day. I didn't know I was gonna cry in the menu. La vidéo que je viens de vous montrer, typiquement, c'est une créatrice de contenu qui s'appelle, qui se prénomme sur les réseaux Hello It's Colo, qui fait notamment du coup des streams sur des jeux. Et là, en l'occurrence, elle était en train de stream du coup uniquement le menu d'Horizon Forbidden West. Et durant son live, en fait, elle s'est mise à pleurer en montrant en fait toutes les différentes options d'accessibilité. En expliquant qu'en fait, que grâce à toutes ces options, elle sera en mesure en fait de pouvoir laver ses cheveux et jouer au jeu dans la même journée. Alors, ça peut paraître effectivement un peu démesuré pour des personnes qui n'ont pas du tout les problématiques qu'elles rencontrent, mais très clairement sont typiquement des choses qui, à elles, vont lui changer la vie, et à d'autres personnes qui peuvent avoir des problématiques similaires. Et du coup, vous l'aurez donc compris, mais un jeu qui est accessible va permettre d'augmenter le nombre de personnes qui peuvent y jouer. Et si on multiplie cela en fait à la génialité du jeu, on arrive en fait à avoir plus de ventes. Sous réserve que les options d'accessibilité soient bien communiquées avant la disponibilité du jeu sur le marché. Parce qu'en fait, si vous ne communiquez pas sur les options d'accessibilité si les options d'accessibilité ne sont pas communiquées avant d'acheter le jeu, malheureusement, ça va peut-être conduire plutôt à des demandes de remboursement. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour rendre un jeu accessible ? Parce que c'est vrai que c'est un peu complexe, et au vu de tout ce que j'ai pu mentionner, il y a énormément de choses différentes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme pour le web,
si jamais vous faites de l'accessibilité web ou que que vous connaissez un peu les sujets, il existe des référentiels en fait et des guidelines. Donc là, je vous en ai mis 3 exemples, il y en a d'autres. Hein. Mais en premier, vous avez notamment du coup les Xbox Accessibility Guidelines, les Games Accessibility Guidelines ou encore l'Accessible Player Experience. Donc ça, c'est déjà une première étape où dedans, en fait, vous avez du coup des pistes pour rendre votre jeu accessible. Et ensuite, et surtout, et avant tout, en consultant les personnes concernées. Si vous souhaitez rendre un jeu accessible aux personnes aveugles, embauchez des personnes aveugles dans votre équipe pour vous aider sur les sujets. Si vous voulez faire ça pour des personnes sourdes, pareil, embauchez du coup des personnes sourdes. En fait, en impliquant les personnes concernées, on arrive en fait à avoir quelque chose qui va parler en fait au plus de monde. Et du coup, à quel moment le faire ? Dès le début de la conception du jeu, avant même de commencer à coder le jeu, en fait, il faut que l'accessibilité soit pensée en fait dès les premières étapes du jeu vidéo. Mais ça va être pareil en fait, même pour quand vous voulez faire un site web, hein, ça va se penser dès les étapes du design en fait. Pour faire une petite analogie, l'accessibilité en fait, ça va être comme une tarte aux pommes. C'est-à-dire que quand vous faites une tarte aux pommes, vous allez faire votre pâte, vous ajoutez les différents ingrédients, vous ajoutez vos pommes et ça part au four. Mais quand j'oublie mes pommes et que ma pâte, elle est déjà, ma tarte sans les pommes du coup est déjà au four, ça va être un peu plus compliqué parce que du coup je vais être obligée de soit recommencer ma tarte aux pommes, soit de trouver un moyen pour ajouter mes pommes dans la tarte qui est déjà existante. Et ça va s'avérer complexe, coûteux, et ça va surtout être une perte de temps. L'accessibilité, c'est pareil, c'est un ingrédient à part entière. Donc si on l'oublie, la recette n'a plus aucun sens. Donc c'est le cas dans les jeux vidéo, mais c'est aussi le cas dans le web et dans tous les projets en fait qui peuvent exister. Voilà, pensez-y. Et du coup, si jamais vos jeux sont accessibles, sachez qu'ils pourront potentiellement être récompensés à l'une des diverses remises de prix qui existent. Alors, vous avez du coup, la première capture d'écran s'agit... Alors, je vous ai mis du coup dans différentes remises de prix dédiées à l'accessibilité. Vous avez du coup la première capture d'écran qui est plutôt une catégorie d'un des prix qui existent, enfin d'une des cérémonies qui existent, qui s'appelle les Game Awards, qui est à mon opinion, plus un concours de popularité que vraiment un vrai concours, une vraie remise de prix. Donc je ne m'étalerai pas trop sur le sujet. Par contre, vous avez les Video Game Accessibility Awards, qui est une très bonne cérémonie qui a été notamment créée par le cofondateur de Ability Gaming Charity de mémoire, ou Ability Gamer Charity, qui est en fait une association à but non lucratif sur justement les sujets d'accessibilité des jeux vidéo. Et vous avez également la remise de prix de la Gamer Accessibility Conference qui récompense, dans laquelle on a énormément de catégories liées à l'accessibilité, qui va récompenser divers jeux à ce sujet. Le mot de la fin que j'apprécie énormément vient de Grant Stoner, qui parlait du coup... alors Grant Stoner, c'est un journaliste, notamment pour IGN, qui traite de toutes les questions d'accessibilité des jeux vidéo, matériel, etc. liés aux jeux vidéo, qui avait notamment fait un tweet par rapport du coup aux jeux vidéo qui sont nominés pour le prix d'innovation en matière d'accessibilité au Game Awards 2023, que vous pouvez... ces 6 jeux-là. Dans ce tweet, en fait, il dit que l'accessibilité est une question de conception, de communauté, de rupture des normes culturelles. Il faut regarder chaque jeu de cette liste, examiner vraiment pourquoi il devrait y figurer, ne vous contentez pas de regarder la liste des options et de choisir. Et ce que j'aime beaucoup, c'est sa dernière phrase, c'est « l'accessibilité est et sera toujours plus que des paramètres ». Et gardez-le en tête, également. Bon, c'est trop cool. Merci beaucoup, Noélie, pour cette conférence qui a été... Waouh
Pleine d'informations, vraiment hyper intéressantes. Alors attends, je vais juste me permettre de faire remonter sur scène, eh bien, mes collègues. Toc. Alors, on Je est vais arrêter le partage. yes, si tu veux. Non, mais vraiment, comme dit Magali, c'était super dense. Elle a appris plein de trucs alors qu'elle pensait déjà connaître pas mal le sujet. Donc, preuve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour revenir sur la question de l'accessibilité, moi je parlais à titre personnel. J'ai eu enfin, en gros, j'ai développé un syndrome, une maladie rare qui est genre un truc tellement rare que c'est même pas traité, genre. Et quand j'ai appris, du coup, toutes les complexités que ça m'amenait dans ma vie petit à petit avec mon corps, je me suis bien rendu compte de l'intérêt du développement de l'accessibilité dans les milieux virtuels. La possibilité de vivre une expérience qui soit complète quand tu as un handicap, c'est un véritable enjeu. Moi, je pensais pas à ça quand j'étais à 100% valide, et c'est d'ailleurs aussi une des manières un peu forte de déconstruire ces biais validistes. Mais mine de rien, quand on est touché au plus près, je trouve qu'on comprend vraiment là où tu nous emmènes et tu nous embarques sur comment on arrive à créer une expérience qui soit qualitative et non excluante pour tout le monde. Et ce que j'ai trouvé vachement bien, du coup, si tout le monde a envie de partager un petit point de vue, ce que j'ai trouvé vachement bien, c'était de constater qu'il y avait même des implémentations, tu parlais des sous-titres, par exemple, qui finalement sont même pas rejetés par les personnes valides, puisque c'est mis d'office dans l'expérience, donc il n'y a même pas de remise en question de cela, quoi. Donc c'est vraiment fascinant. Je ne sais pas s'il y a des questions que vous voulez faire monter sur l'écran ou des réactions, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. J'ai vraiment beaucoup d'interactions lors de ta conférence. Est-ce que... Tac. On avait la question d'Angie déjà, je crois que voilà, j'étais en train de scroller avec mon petit doigt pour y arriver. Alors Angie dit c'est marrant, dit comme ça paraît tellement évident, mais si on n'en parle pas, on n'y pense pas. Est-ce que c'est abordé dans les formations spécialisées pour le dev de jeux vidéo, les questions d'inclusivité et d'accessibilité? Alors, je pourrais pas forcément y répondre en retour d'expérience parce que je n'ai pas fait du tout d'études dans le jeu vidéo et je ne travaille pas dans le domaine. Par contre, je sais que c'est de plus en plus le cas parce que dans la communauté activité jeux vidéo, il y a de plus en plus de personnes qui sont vocales qui parlent de tous ces sujets-là. Il y a également du coup des personnes. Alors, je pense notamment à Michael. J'ai peur de me tromper dans son nom de famille, donc je vais aller chercher tout de suite ça. Pour être sûr de ne pas me tromper. Mais je pense du coup à... sans faute, c'est mieux. Michael Delova, pardon, qui du coup donne des cours justement sur ces sujets-là à l'école Brassard à Montpellier, qui est une école du coup de jeux vidéo, et il donne des cours en game design objectif, inclusif et accessible. Et c'est un peu plus le cas, ça arrive de plus en plus dans les écoles. J'ai notamment cette conférence-là, je l'ai faite le mois dernier auprès des étudiants et des étudiantes de Gaming Campus Paris, pour justement les sensibiliser à ce sujet-là. Et je pense que c'est un sujet qui revient de plus en plus également. Ouais, carrément. De toute façon, les mesures inclusives ont tendance à quand même davantage percer aujourd'hui, hein, dans tout l'intérêt que ça comporte pour le développement de certaines features qui améliorent bien la vie de beaucoup de gens. On a Angie qui a aussi dit pouvoir éviter le vocal, éviter de montrer qu'on est une femme, éviter tellement de trucs pénibles venant des gens qui se rendent compte qu'on est une femme, genre devoir prouver qu'on sait jouer, devoir refuser des avances, recevoir des propos inappropriés. Et c'est vrai que c'est typiquement le genre d'expérience auquel on doit aussi se pencher, c'est que les biais de genre ont réellement un impact. Je ne sais pas si toi, tu avais suivi le grand mouvement qu'il y avait eu l'année dernière sur vis-à-vis des streameuses. Tu en as fait partie d'ailleurs, je ne sais pas du tout. Alors personnellement, non, n'étant pas streameuse, mais j'avais suivi de très près. On avait relayé aussi certaines choses du côté de gamer, donc ça me parle.
Donc carrément, on a hop, Céline qui t'a dit pendant ta conf: Ah, mais merci, oublier où j'en suis est l'une de mes plus grosses causes d'abandon d'un jeu. Donc, comme quoi, il y a de quoi faire aussi de ce côté-là. On a le Bobo qui nous dit Phantom Hourglass, première fois pour moi que j'ai pris des notes dans le jeu. Et oui, ça change la vie. On a aussi abordé la question de la théorie des petites cuillères. Donc, en effet, on ne peut pas jouer tout le temps comme on veut. Suivi de ce commentaire-là qui était vachement intéressant, Lys Mako qui dit jouer aux jeux vidéo, c'est un vrai choix de dépense d'énergie pour moi. Et je dois créer des moments où je suis en forme. Ça fait fort écho, cette vidéo. On a Emmanuel qui te dit aussi yes, c'est important d'inclure les personnes handicapées dans les projets pour que les produits soient accessibles. Et de fait, Angie a répondu corriger l'accessibilité d'un produit fini, ça coûte beaucoup plus cher que d'y penser dès le début. Je sais pas si toi, tu as déjà eu des retours comme ça, peut-être, je sais absolument pas si c'est le cas, hein, mais des retours de personnes qui finalement ont dû redévelopper des jeux ou faire appel à toi professionnellement. Qu'est-ce que tu en retires comme expérience si c'est déjà le cas? Alors, lors de la Game Accessibility Conference d'avril 2022, on avait un développeur du jeu Sea of Thieves, qui est un des jeux de Microsoft, où en fait on incarne des pirates et puis on va à l'aventure, qui revenait justement sur le fait que ils avaient dû implémenter des solutions d'accessibilité après la sortie du jeu. Et en fait, il faisait un retour d'expérience sur la complexité que ça avait été pour améliorer tout ça. Donc, ça montre qu'il y a quand même un certain problème. Et après, moi, plus personnellement, c'est... moi, je suis consultant de l'accessibilité, mais vraiment lié au web, aux applis mobiles. Mais effectivement, on a toujours c'est toujours un peu plus complexe pour les clients derrière de se dire effectivement, il y a beaucoup de problèmes. Malheureusement, j'ai pas le budget pour les régler. Et voilà. C'est souvent les retours qu'on a. Ouais, c'est un véritable enjeu. De toute façon, l'accessibilité d'un point de vue financier, c'est terrible, c'est dommage. Il faut vraiment que les choses avancent dans le bon sens. Alors, je sais pas si Lisa, tu voulais poser ta question, parce on a un petit chat interne et on a aussi de l'activité de ce côté-là. Alors, c'est vrai que j'avais pas mal de questions, mais elles ont, en fait, quand elles étaient répondues en temps réel, pile au moment où je les ai posées, comme par exemple, justement, comment l'accessibilité peut être intégrée dès les premières étapes du jeu vidéo. Donc, c'est vrai que tu parlais de la fameuse recette de tarte aux pommes, mais c'est vrai que comment on fait pour intégrer tout ça dès le début? Je pense que tu y as répondu en disant que c'était bien de recruter des gens qui sont en difficulté pour pouvoir justement mieux répondre à ces besoins. Mais est-ce qu'il y a d'autres étapes à suivre pour intégrer toute cette accessibilité dès la conception du jeu? Y penser, le garder en tête. Alors c'est vrai que ça demande un très gros travail parce que forcément on a en fait en tête toutes les étapes. Du coup, on va passer par le design, on va passer ensuite par le développement, puis les phases de test, puis après ça va sortir en production. En fait, ce qu'il faudrait ajouter, c'est peut-être se dire durant la phase de design, on va vérifier l'accessibilité. Durant la phase de développement, on va vérifier l'accessibilité. Et durant la phase de test, on va vérifier l'accessibilité. Durant la phase de production, on va aussi vérifier l'accessibilité. En fait, vraiment, se dire que c'est pas une étape en plus, mais c'est une checkbox en plus dans chaque étape. Je pense que ça peut être une étape pour justement l'intégrer dès les premières étapes du développement. Ok, super. Merci. Du coup, je vais peut-être rebondir sur ça. Parce que tout à l'heure, tu parlais du coup des référentiels, trois d'entre eux en tout cas. Du coup, c'est un peu à l'initiative des studios de rendre accessible leur jeu. Est-ce que, en tout cas en France, aujourd'hui, il va y avoir peut-être une j'aime pas trop dire obligation, mais une sorte de base pour que les studios comment dire, pour que les studios s'appuient dessus et que ça soit un peu finalement obligatoire de commencer par penser à ce genre de choses plutôt que de laisser ça de côté et y revenir après.
comme dans certaines boîtes que tu as pu citer? Je pense pas qu'en France, il y ait des guidelines autres que celles que j'ai évoquées. On n'a pas non plus de référentiel lié au jeu vidéo en France, parce que le référentiel qui existe, c'est vraiment lié du coup au site web, aux applis mobiles et logiciels, etc. Mais après, peut-être qu'on peut effectivement faire un parallèle et les adapter. Après, pour des questions de législation, de loi, etc., je ne pense pas que ça rentre dans tous ces cadres-là, les jeux vidéo pour l'instant. Peut-être que plus tard, pourquoi pas. Je viens de voir un commentaire sur le fait que la France est abonnée au retard sur ces sujets, je suis tout à fait d'accord. Je sais pas trop comment répondre à la question plus que ça, malheureusement. Non, mais après, il n'y a pas de question piège. Hein, c'est, si tu sais pas, s'il y a des choses qui sont mises en place, tant mieux. Si les studios commencent à se sensibiliser à tout ça, c'est très bien. C'est dans ce sens-là, de toute façon, qu'il faut aller. Parce que. Ouais. Il y a justement, dans la communauté activité jeux vidéo est assez vaste, mais un peu restreinte, un peu tout le monde se connaît dedans. Il y a énormément de personnes en fait qui sont consultantes en fait pour des studios justement sur différents jeux. Certaines sont aveugles, d'autres sont sourdes, d'autres ont des troubles d'attention, d'autres ont de l'arthrose. Enfin, c'est très vaste et ça permet en fait de tester énormément de choses et de sortir le meilleur jeu possible. Donc, je pense vraiment ça va être le plus simple, c'est vraiment en incluant les personnes, vraiment. Yes. Je vais juste finir. T'es pas dedans concrètement, tu travailles pas pour un studio, mais pourquoi, à ton avis, aujourd'hui, c'est plutôt mis de côté pour un studio de rendre un jeu du coup accessible plutôt que de faire dès le départ? Parce que c'est le temps, l'argent, le fait qu'il y ait personne, du coup, de confronter à tout ça, c'est. Je pense qu'il y a un peu de tous ces sujets. Je sais pas, enfin, le secteur du jeu vidéo est très connu aussi pour tout ce qui touche au crunch, aux deadlines intenables, etc. Donc ça doit énormément jouer aussi. Le fait qu'il y a effectivement pas forcément beaucoup de personnes qui sont sensibilisées, ou peut-être que c'est des choses où on donne pas l'opportunité à ces personnes justement de pouvoir travailler sur l'accessibilité. Peut-être que c'est des personnes sont peut-être porteuses de ces sujets, mais n'ont pas les moyens qui leur sont donnés derrière, ou le temps. C'est peut-être ces choses-là. Malheureusement, je ne pourrais pas parler pour tous les studios, mais je sais qu'il y en a qui ont des équipes dédiées à l'accessibilité. C'est notamment le cas d'Ubisoft que j'ai pu évoquer pour la partie sous-titres juste avant, qui a du coup une équipe dédiée à l'accessibilité. C'est aussi le cas de Xbox qui a une équipe aussi dédiée à l'accessibilité pour différents jeux. Pas pour tous, vu que je vous ai montré Starfield en mauvais exemple. Après, il y a aussi peut-être l'historique du jeu vidéo qui était avant tout vendu par des hommes pour des hommes. Donc il y avait aussi ce côté, je dirais, je sais pas si j'irais jusqu'à dire validiste, mais c'est vrai que dans toutes les campagnes de publicité pour les jeux vidéo et autres, c'était toujours des personnes valides en fait qui jouaient au jeu derrière. C'était que des hommes. Donc il y a peut-être aussi quelque chose là-dessus, mais je pourrais pas forcément en parler plus que ça, je pense. Merci Noélie en tout cas, et ravi. J'ai appris plein de choses et je vais suivre l'actualité de Gamer pour en savoir plus. Et pour rebondir à cela, moi je me demande s'il y a déjà des études qui ont été faites pour comparer du coup s'il y a eu pour attester qu'il y a eu peut-être plus de ventes aussi de ce jeu vidéo parce qu'il aurait été conçu depuis le début pour être accessible. Peut-être que ça pourrait être une piste, en tout cas, pour que ce soit plus populaire, encore plus démocratisé, qu'on puisse montrer que parce que ton jeu vidéo a été fait de manière accessible depuis le début, tu te prives pas de certains segments de population et donc du coup que tu peux aussi plus le vendre au final, puisque l'argument économique, c'est souvent ce qui pousse les gens à investir
du coup, à faire des efforts dans un sens. Donc, je me demande si, en tout cas, que ça pouvait être une piste, en tout cas, que de faire cette étude, quoi. Alors, une des choses qui pourrait être faite, qui a aussi beaucoup parlé dont les personnes... Il y a des personnes en fait en situation de handicap qui se sont vues faire des demandes de remboursement pour certains jeux parce qu'elles n'étaient pas en mesure d'y jouer. Les problèmes, en fait, c'est que les formulaires de demande de remboursement ne te demandent pas forcément si la cause c'est le jeu est inaccessible. Il faudrait peut-être rajouter du coup ces éléments-là pour avoir des statistiques plus parlantes. Mais les études, il y en a plus. Je sais qu'il y a énormément d'études, enfin pas d'études, mais il y a des thèses et autres qui sont écrites par des personnes qui étudient dans le jeu vidéo, qui parlent notamment de ces sujets d'accessibilité. Donc ça peut être... ça peut jouer. En effet. Merci, Loïc. Mais tout à l'heure, du coup, on parlait du fait d'Ubisoft ait fait un test sur les sous-titres. Est-ce que derrière, ils ont fait plus de tests sur ce genre d'éléments? Est-ce qu'il y a eu un rapport? Non, c'est. Alors, c'est peut-être pas aller jusqu'au bout de tout ça, c'était juste de se dire est-ce que c'est utile ou non? Je crois qu'il y a des articles qui sortent régulièrement sur l'accessibilité de leur jeu. Faudrait regarder sur le site d'Ubisoft directement justement pour avoir toutes ces informations. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui sont faites justement pour montrer un peu toutes ces statistiques que j'ai pu évoquer. J'avais vu passer une question sur le nombre de joueurs et joueuses en situation de handicap. C'est Angie. Ouais. On a des chiffres sur le taux de personnes handicapées qui jouent aux jeux vidéo. Est-ce qu'il est proche du taux de personnes handicapées? Mon premier réflexe serait de me dire qu'il est plus faible à cause du peu d'importance accordée à l'activité dans le numérique. Alors, il y a Microsoft qui avait fait des estimations en disant que c'était près de 400 millions de personnes, enfin de 400 millions de joueurs et joueuses qui sont en situation de handicap dans le monde. Ces stats, en fait, elles sont retrouvables sur leur cours. Ah oui, parce que du coup, je ne l'ai pas précisé dans la partie guideline, mais il y a Microsoft qui met à disposition gratuitement un cours sur ces sujets d'activité dans le jeu vidéo. Et dans ce cours, en fait, on a des stats, notamment du coup celle que je viens d'évoquer, des 400 millions de personnes en situation de handicap. Enfin, des joueurs et joueuses, pardon, plus précisément. En situation de handicap, mais on a également un peu les pistes que j'ai pu évoquer sur les différentes options et les référentiels. Ce cours, il est gratuit et ça peut être une très bonne première étape pour se sensibiliser sur le sujet quand on crée des jeux vidéo derrière. Ça marche, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a énormément. Peut-être loupé. Autant de questions. Enfin, là, c'est hallucinant. Alors, des petits commentaires, Anxifera. Précisément, même en étant sensible à la question de l'accessibilité, je ne me rends pas compte concrètement de tous les enjeux. Alors, sensibiliser des collègues devs qui ne veulent pas prendre le temps de considérer ces sujets-là, je me demande comment je peux intervenir. C'est vrai qu'il y a aussi cette question de comment tu peux sensibiliser des personnes qui ne le sont pas, comment tu abordes ces sujets, comment tu peux leur dire que c'est important, que ce soit pour des joueurs ou même pour les considérer en tant que clients, et du coup, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, hein, le chiffre d'affaires, se dire qu'un jeu plus accessible, ça peut amener plus d'argent, mais que c'est important surtout pour les joueurs. Comment ça peut être amené dans une entreprise, au moins un studio? Alors, ça peut être amené de différentes manières. Déjà, le fait de savoir qu'il y a 400 millions de joueurs et joueuses en situation de handicap, c'est 400 millions de personnes qu'on se retire du marché si le jeu n'est pas accessible. Donc ça, c'est le premier, c'est les chiffres. Ça va être le plus parlant. Le second, ça va aussi être tout ce qui est sensibilisation auprès des équipes, en faisant intervenir les personnes concernées. Par exemple, faire intervenir une personne aveugle qui n'a pas été en capacité de jouer au jeu, qu'elle explique pourquoi, ce qu'il aurait fallu faire. Ça peut aussi être en fait, avoir des retours d'expérience de joueurs et joueuses, ça peut aussi être très parlant pour les équipes. Et je pense également, rien que le fait, généralement dans des
normalement, j'ose espérer, que dans des équipes des studios, des équipes, etc., il y ait plein de personnes différentes, et ces personnes ont forcément des besoins spécifiques, en fait. Que ces personnes puissent justement vocaliser un peu leurs besoins là-dessus. Ça peut aussi aider et montrer que il y a peut-être un intérêt à avoir, je sais pas moi, des sous-titres sur un jeu. Ça peut aussi être le fait que typiquement, moi j'ai besoin de pouvoir écrire sur une carte. Pourtant, j'ai pas forcément besoin d'agrandir la taille de mon texte. Donc c'est différentes choses comme ça. Je pense qu'en fait, chaque personne a des besoins particuliers. Donc, au sein d'une équipe même, l'objectif d'avoir des équipes diverses, c'est justement amener ces sujets-là. Témoignages de joueurs, joueuses, les chiffres, sensibilisation en faisant intervenir... il y a aussi en faisant intervenir des associations, là je pense à Cap Games et Andy Gamers, qui sont 2 associations françaises qui justement essayent de sensibiliser à tous ces sujets d'accessibilité dans le jeu vidéo. Et à la pratique e-sport aussi. Qui peuvent intervenir justement dans ces studios pour les aider à comprendre les enjeux derrière, en plus. Très bien, merci pour ta réponse. Est-ce que Lisa, tu avais d'autres questions? Alors oui, j'en ai. J'en ai quelques-unes, mais on a fait le tour de toutes les questions du chat. Alors, moi, c'était aujourd'hui quel est le rôle des développeurs et des designers de jeux vidéo pour pouvoir promouvoir cette inclusivité, cette accessibilité au sein de l'industrie des jeux vidéo de manière générale. Alors là, ça part un peu plus loin que mon domaine de compétence, je pense, mais non, mais clairement, en étant rien qu'en communiquant toutes les options d'accessibilité avant la sortie du jeu, ça montre en fait aux joueurs et joueuses qu'il y a eu vraiment des réflexions qui ont été faites autour de pouvoir rendre le jeu inclusif, en fait, tout simplement. Et ça va forcément se dire, tiens, on a pensé à moi pendant la conception du jeu, donc je vais l'acheter. Merci. Mais justement, comment ces feedbacks de joueurs qui sont en situation de handicap ou en difficulté, comment ces feedbacks ils peuvent influencer le processus de conception des jeux? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier à faire pour que ça puisse remonter aussi haut et que le jeu soit adapté à ces personnes en situation de handicap? Bien sûr. Alors là, je pense du coup au site Canaille Plaisat, qui est en fait un site où il y a des tests d'accessibilité qui sont réalisés sur différents jeux. Et en fait, sur ce site, on peut retrouver du coup des articles sur... alors, quel est l'article le plus récent qui est sorti? Comme ça, je prends cet exemple. Exact. Alors, la dernière accessibility review, c'est sur le jeu Avatar qui va sortir là prochainement, qui reprend en fait un peu les différentes options d'accessibilité qui sont disponibles dans le jeu. Et dessus, ça nous montre ce qu'il est possible de faire, ce qu'il n'est pas possible de faire également quand on est dans d'autres types, quand on a d'autres types de handicaps que ceux mentionnés. Ce qui fait qu'en fait, on peut déjà se donner une idée de si le jeu va nous aller ou pas. Et rien que le fait d'avoir un article qui dit que ok, on peut changer les touches, par contre, on peut pas changer la taille des sous-titres. Ça montre aussi du coup au studio que le jeu, il y a des efforts qui ont été faits, mais c'est pas tout à fait ça pour permettre à tout le monde d'y jouer. Donc en fait, il y a des changements à faire. Ça peut aussi, donc en passant justement par ces articles-là, ça peut être un signe comme quoi il manque des choses, comme quoi il y a des bonnes choses qui ont été faites, mais pas assez poussées. Ça va permettre justement de motiver derrière les équipes à amener plus d'inclusivité et à essayer d'ajouter plus d'options, ou du moins en retravailler certaines à mon sens. Ok, super. Merci pour le site également. Alors, Peut-être juste une dernière question. C'était celle d'Emmanuel. Alors ça, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, Noélie, mais c'était l'impact de l'IA dans les jeux vidéo.
Est-ce que tu sais que, enfin si jamais c'est le cas, est-ce que l'IA va avoir un impact dans les jeux vidéo en termes d'accessibilité? Je ne sais pas si tu es au fait de certaines tendances de ce côté-là. Je trouvais la question assez intéressante. Alors, pour être honnête, je n'en ai pas la moindre idée. Pour être un peu pessimiste, je ne pense pas que ça aura vraiment un très très gros impact, dans le sens où en fait, c'est quand même énormément de l'humain en fait, l'accessibilité. Après peut-être, hein, on a peut-être des IA qui sont tout à fait capables justement de pouvoir simuler, pas simuler c'est pas le terme, mais qui sont peut-être capables justement de comprendre un peu toutes ces problématiques liées à l'accessibilité. Auquel cas, pourquoi pas. Mais j'admets que malheureusement je n'ai pas de réponse à cette question. Super. Est-ce que Valentin, tu voulais reprendre la main du coup? Ouais, moi j'ai juste une petite dernière question, ça va être sur les awards. Ouais. Moi j'ai mon avis là-dessus sur le fait que c'est problématique de. Enfin, en tout cas, ça n'amène pas dans le bon sens que de donner des trophées, etc., à des studios qui font ça. Parce que, en fait, pour moi, ça devrait être quelque chose de basique, de se dire on fait de l'accessibilité, mais pas pour aller chercher son petit trophée, hein, mais plutôt parce que ça doit être fait. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose quand même qui permet d'aller dans le bon sens ou pas? De se dire, ok, même s'il y a ces trophées, même si c'est plus de se dire on a fait les choses bien, est-ce que pour toi, ça peut amener d'autres studios à justement travailler sur ces sujets? Oui, forcément, ça amènera plus de gens à travailler sur ces sujets parce que ça peut être un prix supplémentaire à récupérer dans une catégorie. Après, pour le coup, les Games Awards, j'ai vraiment mon opinion dessus. Pour moi, c'est vraiment juste un concours de popularité en fonction de celui qui a été le plus vocal sur son jeu. Par contre, il y a d'autres remises de prix c'est pour ça que j'ai essayé de nuancer. Mais effectivement, l'accessibilité, ça doit être pris en compte dès le début. Ça doit pas forcément être je fais de l'accessibilité pour aller chercher un prix. Ça doit être je fais de l'accessibilité pour être inclusif. Par contre, il y a effectivement d'autres cérémonies. Donc, j'ai parlé de la Video Game Accessibility Awards et des Game Accessibility Conference Awards qui sont sortis, qui donnent justement, qui vont eux plutôt, ces cérémonies vont plutôt amener justement de la visibilité sur des jeux qui ont vraiment poussé l'accessibilité assez loin. Je pense, alors je vais juste retrouver la page des Game Awards. Alors j'ai Conf Awards 2022. Les GA Conf Awards 2022, il y avait 18 catégories liées à l'accessibilité uniquement, parce que c'est que une remise de prix dédiée à l'accessibilité. Et en fait, c'était pas que des jeux AAA qui étaient présentés, on avait vraiment de tout. Alors il y avait effectivement une catégorie dédiée aux jeux AAA, mais qui a été mis à part. Il y avait aussi du coup une catégorie dédiée aux jeux indépendants. Et après, on avait une catégorie pour, par exemple, les jeux qui ont eu qui ont poussé vraiment les options d'accessibilité à fond en termes de pour les joueurs et joueuses qui sont sourds ou malentendants, ou alors que ce soit pour une catégorie pour les joueurs et joueuses aveugles, etc. Donc en fait, je pense que ça va surtout aider à donner de la visibilité sur le fait que c'est nécessaire d'avoir de l'accessibilité dans ces jeux. Sur une remise de prix aussi énorme que les Game Awards, avoir une remise de prix dédiée uniquement à l'accessibilité, ça montre qu'il y a un réel enjeu derrière, même si les jeux proposés pour moi sont pas les meilleurs en termes d'accessibilité, ça reste dans l'idée en fait de rendre l'accessibilité présente. Voilà. Super, merci pour ta réponse. Ouais, il y a encore beaucoup de questions. Je crois qu'on s'attendait pas à ça. Enfin, on savait que ça allait forcément générer du dialogue et du débat et des grandes interrogations, mais alors à ce point-là, c'est édifiant. Vu qu'il est 14h, il va falloir que vous retourniez au travail, mes chers amis. Non, outre la blague, parce que je ne sais pas si vous êtes en congé ou en RTT ou whatever, non, on va couper le live d'ici peu.
Je te remercie infiniment, Noélie, pour cette conférence qui a été vraiment très enrichissante. Sinon, je pense qu'elle n'aurait pas généré autant de questionnements. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'on reviendra vers toi pour toutes les questions qui sont posées dans le chat. Et peut-être, soyez attentifs et attentives, peut-être qu'on va certainement réaliser une interview avec toi, un article qu'on va pouvoir mettre en ligne sur le blog afin de répondre à toutes vos questions, parce que là, je crois qu'on a trouvé un sujet mine d'or qui a visiblement son audience. Et oui, apparemment, il y a des gens qui ont envie de manger également. Alors là, je pensais que vous mangeriez pendant nos conférences, mais même pas. C'est vraiment incroyable, vous êtes de trop bons élèves. Noélie, on reste en contact. On te remercie infiniment pour cette conférence instructive. Toutes les réponses que tu as pu nous apporter également. On se revoit très très vite. Merci Noélie. Merci. Ciao. Beaucoup, Noélie. Merci à tous. ceux qui ont Merci assisté à tout ça. beaucoup.